à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous parlerons proximité et engagement RSE avec Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la place de l'économie circulaire dans la société. Pour en parler, nous accueillerons Jean Moreau, cofondateur et président de Phoenix, et Loïc Bérosé, le directeur général d'Indra Automobile Recycling. Nous verrons ensuite comment des stylos peuvent être recyclés en bancs d'école. Et enfin, nous accueillerons Vincent Maillard, le président de Plume Énergie. Mais tout de suite, les news avec Eva. 10 millions d'euros par semestre, c'est la somme que devra payer l'État français si dans 6 mois, il n'a toujours pas réduit la pollution de l'air dans 8 zones de l'Hexagone. C'est une décision historique du Conseil d'État. Cette astreinte est le montant le plus élevé jamais imposé pour contraindre l'État à exécuter une décision prise par le juge administratif. La plus haute juridiction administrative française avait déjà ordonné au gouvernement il y a 3 ans de prendre les mesures nécessaires. Cette somme record liée à l'urgence de la situation sera alors versée à des associations si le gouvernement ne réagit pas. Le méthane, l'ennemi oublié de la lutte contre les réchauffements climatiques. Selon de nouvelles données publiées aujourd'hui par le Global Carbon Project, les émissions de méthane continuent d'augmenter, principalement dans les énergies fossiles et l'agriculture. Ce gaz à effet de serre, au pouvoir réchauffant 82 fois plus important que le CO2 sur 20 ans, est encore trop souvent oublié par la communauté internationale dans la lutte contre le changement climatique, nous dit le rapport. Il est pourtant responsable d'environ d'un quart des émissions de gaz à effet de serre et sa concentration dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter. C'est maintenant à l'agriculture, l'industrie pétrolière et gazière qui ont un rôle à jouer, conclut l'étude. Et enfin, on termine avec Louis Vuitton qui dévoilera le 6 août prochain à Shanghai sa nouvelle collection homme et elle sera itinérante et surtout recyclée. Oui, le recyclage sera le fil rouge de cette collection dont certains modèles seront fabriqués à partir de matériaux recyclés, mais aussi de pièces des collections précédentes. Du jamais vu pour une maison de luxe, nous entrons dans une nouvelle ère, a déclaré Virgile Abloh, le directeur artistique pour hommes de Louis Vuitton. Et il faut désormais chercher une nouvelle voie pour la mode. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invitée du jour est Muriel Barnéou, qui est directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Bonjour Muriel. Bonjour Eva, bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes ravie. Directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste et pas directrice RSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence, la subtilité? À l'époque, il y a maintenant 3 ans, on était seulement 4 à avoir ce titre et le choix n'est pas anodin. En fait, dans RSE, il y a ce côté un peu responsabilité et parfois le côté un peu punitif, vous voyez, pollueur-payeur et quelque chose qui relève plutôt de ce qu'on appellerait la compliance en franglish, mais de respect de la conformité. Et la volonté du groupe, c'est de s'engager. S'engager, ça veut dire être impactant, être transformant, faire un pas plus proactif encore que celui de la réparation. C'est celui qui va au-delà, qui anticipe et qui accompagne le mouvement. Et cet engagement, eh bien, il se reflète dans ce titre, Engagement sociétal, qui est un très beau titre. Et de manière très concrète, alors comment vous voyez votre engagement, vous, du groupe La Poste? Justement, de manière très concrète, ça nous a amené à faire des choix. Moi, j'étais extrêmement fière que le groupe fasse des choix. Vous savez, des choix, ça veut dire des renoncements. Et ça demande beaucoup de courage. Toutes les causes sont belles, mais nous avons choisi de travailler autour de 4 problèmes du monde, de la société française et européenne principalement, qui nous traversent aussi en tant qu'opérateur économique et opérateur sociétal. Ces 4 problèmes, assez classiquement, la transition écologique ou même les transitions écologiques, la finitude du monde, les ressources, la question de la transition démographique, à savoir le vieillissement et puis les problématiques qu'il pose, aussi bien économiques que sociales. Le sujet, bien sûr, de la transition numérique, qui nous fait un peu mourir et qui peut être un sujet même de revitalité pour
pour la Poste. Je pourrais le développer si vous le souhaitez. Et puis pour finir, cette transition qu'on appelle transition territoriale, hein, qui est quelque chose que l'on ressent très fortement dans l'univers du groupe, bien avant le phénomène Gilets jaunes. Hein, ce sont des choix qui ont eu lieu fin 2017. Et à l'aplomb de ces 4 problèmes, avec cette volonté, vous voyez, cette intensité de notions d'engagement et de transformement, 3 enjeux majeurs. La préservation de la cohésion sociale et territoriale, l'avènement d'un numérique éthique et responsable, quelque chose d'un petit peu plus innovant, je dirais, plus surprenant, et puis l'accélération des transitions écologiques sont les 3 grandes thématiques qui vont nous mobiliser. Justement, alors on va rentrer un peu dans le détail de ces 3 grands piliers. On va commencer peut-être avec le pilier social, où la Poste a eu quelques remontrances, notamment avec quelques affaires. On va pour les suicides, pour ne pas les nommer. C'est vieux maintenant, mais oui, bien sûr. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Comment est-ce que aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes engagé concrètement sur cette thématique-là? Oui, on est engagé très concrètement pour le témoigner. Le mieux d'ailleurs, c'est de faire témoigner ou de s'appuyer sur des corps externes qui valident ça. On vient d'obtenir la meilleure note au monde, jamais obtenue par une agence de notation extra-financière qui s'appelle Vigeo Eiris, qui est, vous savez, l'agence de notation qui a été créée par Nicole Notat historiquement et qui vient d'être achetée d'ailleurs par une agence financière qui s'appelle Moody's. 75 sur 100, c'est le plus haut score jamais atteint, et on l'a atteint sur 3 thématiques: notre engagement environnemental, notre engagement social et notre engagement vis-à-vis des communautés. Et notamment, ce qui porte le sujet social, c'est notre culture du dialogue. Vous voyez, par exemple, en sortie Covid, post-confinement, on va avoir jusqu'à plus de 400 accords signés, et donc par les organisations professionnelles. Et on est dans cette culture du dialogue et de la concertation. On a aussi de très très bonnes notes au niveau social dans notre gestion de la parité, qui est une très belle cause dont on hérite. Femmes, je crois. Oui, absolument. Oui, si on le fait au total, oui, 52-48. Oui, absolument. Comment on arrive à gérer tous ces enjeux, donc transition écologique, impact social, impact sociétal, et toutes ces activités aussi? Ça doit être difficile parce que la Poste, c'est pas que la Poste, c'est aussi le numérique, c'est aussi la banque. Le numérique, c'est aussi la Poste. Tout à fait. Vous avez raison, mais la Poste n'est pas que le courrier ou n'est pas que le colis. Vous avez raison, c'est aussi la banque et le numérique. Et c'est un très bon point parce qu'elle pose la question de, au fond, ce qui fait la raison d'être, ce qui fait le point de réunion, d'unification, d'unité de l'ensemble de cette nébuleuse qui est très large. Et il se trouve que ces 4 problèmes que je vous cite et les 3 engagements qu'on a pris à l'aplomb, en fait, font écho et prennent tout leur sens dans vos différentes chacun. Activités. Voilà. Qu'il s'agisse, par exemple, si vous prenez le numérique et de l'avènement d'un numérique éthique et responsable, qu'il s'agisse du respect de la liberté des uns, et à l'autre bout, l'inclusion numérique, si vous prenez au sens du business du numérique. Si vous prenez la question du territoire, le courrier est un faiseur de territoire. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné cette mission, au fond? Pour faire société, à une époque où il n'y avait ni la télé, ni Internet, ni le téléphone, et où pour se joindre et pour véhiculer de l'information, le sujet, c'était un canal physique et c'est la Poste qui le transportait. Le colis est devenu un énorme sujet aujourd'hui, là aussi de cohésion territoriale, d'enjeux logistiques et d'enjeux d'impact environnemental. Donc en fait, tous les métiers du groupe, le service, avec la question du vieillissement et du portage de repas, par exemple, ou de la visite aux personnes âgées. Donc tous les métiers du groupe, en fait, ont quelque chose à dire, à la fois dans leurs offres, leurs services, leur business de tous les jours, et la manière dont ils vont le porter, et la manière dont ils vont déployer à l'avenir. Ce qui est intéressant avec le groupe La Poste dans ses engagements RSE, c'est la façon dont le groupe va collaborer avec des acteurs publics, des associations, avec tout un ensemble d'acteurs engagés pour rayonner sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, ça c'est très important. Ça c'est quelque chose qui est peut-être, on aime bien raconter qu'on a 500 ans d'histoire, ce qui est vrai. Ça n'est pas forcément quelque chose qui a 500 ans. Cette, comment on pourrait l'appeler, lucidité sur le fait que pour pouvoir transformer ou pour pouvoir être impactant, comme je vous le disais, nous ne pouvons pas le faire seuls.
C'est terminé. C'est difficile, ça, oui, c'est difficile. de collaborer avec des organisations publiques, des maires. Forcément, oui, absolument, forcément difficile. Évidemment, c'est une histoire de jeu à deux, hein, mais oui, c'est toujours plus difficile d'avoir à faire un petit pas de côté, à accepter de transiger, de faire transaction et du coup de réduire aussi parfois ses ambitions pour faire la place à l'autre. Mais ce sont des sujets qui sont essentiels. Vous voyez, aujourd'hui, on a 17 000 points de contact. Hein, c'est une diaspora extraordinaire, la diaspora postale. Dans ces 17 000 points de contact, plus de 9 000 aujourd'hui sont opérés par des partenaires. Des collectivités territoriales, des commerçants, des acteurs de l'ESS. Et c'est fondamental, lorsque vous êtes sur un enjeu territorial, parlons de la cohésion sociale et territoriale, c'est absolument fondamental. Vous avez beau être un très bel acteur, puissant et très présent, la capillarité, le savoir-faire, l'ingénierie territoriale, si on utilise ces mots un petit peu tech, c'est quelque chose qui vous est apporté par les acteurs du territoire, ceux avec qui vous allez justement pouvoir lever le maximum de valeur. On a comme ça des choses magnifiques, des choses avec Comptoir de Campagne, qui est un acteur de l'ESS, qui est un spécialiste de la revitalisation des centres-bourgs, avec qui on collabore et avec qui à qui on apporte finalement de l'activité et qui nous permet à nous une présence sur un mode qui est un mode beaucoup plus puissant, allégé et agile, bien sûr. Une dernière question juste avant de se quitter, c'est peut-être sur la raison d'être du groupe. En effet, c'est un groupe qui a 500 ans, donc j'imagine que la remise en question ou la raison d'être, elle est assez régulièrement modifiée, etc. Là, juste après post-Covid, là, est-ce que vous avez constaté une remise en question de la part du groupe en quelques secondes ? Plutôt des confirmations que des affirmations. C'est-à-dire que toutes nos intuitions, raison d'être au sens vraiment strict de la loi Pacte, oui. Nous sommes en chemin et nous allons la porter cette année. Maintenant, on a une histoire, comme vous l'avez dit, et des missions. Écoutez, si on le fait post-Covid en étant très humble et très prudent, hein, puisque c'est toujours très difficile de conclure tout de suite, on a vu naître ou on a vu s'affirmer un incroyable besoin de postes dans des univers un peu traditionnels comme celui de l'acheminement des colis et la livraison des colis, mais aussi dans l'univers du lien et de la relation de proximité. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'au final, ce qui nous a manqué dans le confinement, ce ne sont pas les robots, ce sont les gens et le contact avec les gens. Et les postiers étaient, de ce point de vue-là, de formidables acteurs de cette résilience territoriale. Et donc, nous n'en avons, à date, que des confirmations. Le lien. Merci Exactement. beaucoup, Muriel Barnéou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la bonne pratique du jour. Des stylos en banc d'école, c'est possible? Eh bien oui, grâce à un partenariat entre le groupe BIC et l'enseigne Leclerc. Cela commence par une opération de collecte de stylos usagés dans les bornes spéciales disposées dans les magasins Leclerc. Ces bornes sont en place depuis le 1er juillet et le seront jusqu'au 15 septembre prochain. Ces stylos collectés en partenariat avec TerraCycle sont ensuite envoyés à une filière de recyclage, BIC. Ils sont ensuite confiés à la société normande Placeco qui les transformera en mobilier extérieur de la gamme Ubiquity, leur donnant ainsi une seconde vie. Bancs d'école, meubles de jardin, jeux extérieurs pour enfants ou encore table de pique-nique, l'économie circulaire est à l'honneur. Pour fabriquer un banc, sachez qu'il faut 4 800 stylos. Pour une table, 16 300 stylos. Et ce n'est pas tout. Pour chaque stylo collecté, 1 centime d'euro est reversé à la Voix de l'enfant, une fédération d'associations dont les missions principales sont l'écoute et la défense de tout enfant en détresse. Merci beaucoup, Émilie. Et l'économie circulaire et la seconde vie des objets, c'est le thème de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE du jour porte sur l'économie circulaire, sa place dans la société aujourd'hui. Pour en parler, j'accueille tout de suite sur le plateau Jean Moreau, cofondateur et président de l'appli Anti-Gaspi Phoenix. Bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous, Jean. Et à ses côtés, Loïc Bérosé, directeur général d'Indra. Bonjour. 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 Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, quelle place occupe l'économie circulaire aujourd'hui dans la société, surtout dans un contexte particulier post-Covid? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un point de vue déjà général?
De mon point de vue, c'est un peu une nouvelle voie de développement. Pendant plusieurs années, plusieurs décennies, on a eu l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait des matières premières qu'on transforme, avec lesquelles on produit, on consomme et on jette. Et ça, c'est un modèle qui, aux yeux de tout le monde, je pense, est dépassé, au vu des contraintes démographiques, des contraintes environnementales. Donc il faut qu'on bascule dans un système qui soit beaucoup plus circulaire, où les déchets des uns soient la matière première des autres, et où il n'y ait plus de déchets ultimes, où, in fine, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Et de mon point de vue, c'est une tendance de fond sur laquelle on va surfer encore pendant plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles. On n'a pas encore basculé complètement, encore dans l'économie circulaire complète. Alors concernant l'automobile, on commence à y rentrer très sérieusement, puisque nous avons un partenariat avec Renault, et nous récupérons de manière très concrète du polypropylène, donc ce sont les pare-chocs des voitures, que l'on transforme, que l'on granule, et que l'on renvoie dans les usines de Renault pour qu'ils refassent des pare-chocs. C'est la spécialité d'Indra, hein, le recyclage des matériaux, des pièces automobiles. Alors c'est pas la spécialité dans le milieu du recyclage. Vous avez 3 grands acteurs. Vous avez les démolisseurs de voitures, les centres véhicules hors d'usage agréés. Vous avez des broyeurs, qui sont des grosses machines, qui sont des sociétés à part. Et puis vous avez des recycleurs, donc chacun a sa spécialité. Le démolisseur, lui, va mettre en sécurité la voiture, la tracer, et puis prendre les éléments qu'il trouve nécessaires pour les revendre en pièces d'occasion. Donc ça, c'est le premier recyclage. Le deuxième recyclage du démolisseur, c'est tout ce qu'il n'a pas récupéré, il va les donner à un broyeur, ce broyeur va transformer le véhicule ou ce qu'il en reste en matière gros, en morceaux gros comme le poing à peu près. Pourquoi c'est important que l'industrie automobile fasse ce pas du recyclage? Parce que le nombre de déchets est quand même important, hein. Aujourd'hui, vous avez d'abord une directive européenne qui existe et qui exige de la part des constructeurs. On est dans ce qu'on appelle une responsabilité élargie au producteur. Donc, ça veut dire que le producteur a l'obligation à la fois de construire, mais aussi de détruire et de tracer tout ce qu'il détruit. Donc, à partir de là, le constructeur n'a pas le choix et doit atteindre 95% de taux de recyclage de la masse d'un véhicule. C'est-à-dire que sur une voiture d'1 tonne, il vous reste 50 kg de déchets que vous avez le droit d'enfouir. Donc, et aujourd'hui, la France est à 94,3. Elle a baissé sa performance suite aux primes à la casse. Pourquoi ? Parce que les primes à la casse donnent un afflux de voitures très important. Et donc, les démolisseurs qui sont les clés d'entrée de ces voitures ont une difficulté, c'est qu'ils gèrent de la place. Et donc, valorisent moins bien les voitures, les envoient directement au broyeur. Et donc, le broyeur, ma foi, la performance qu'il a. Et donc, ça fait baisser le taux. Mais avant les primes à la casse, on était à 95%. Rien à voir, un secteur complètement différent. Pour vous, Phoenix, vous êtes dans l'anti-gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites et le combat que vous menez? Oui, avec plaisir. Donc nous, on applique ces mêmes principes d'économie circulaire et d'anti-gaspillage, de réduction des déchets à un autre secteur qui est celui de la distribution alimentaire. Et donc, on prend les invendus lorsqu'ils arrivent en fin de parcours, donc à partir de J-3, J-2 par rapport à la fameuse date de péremption. Et ces invendus, historiquement, ils étaient très souvent mis à la poubelle avec un peu d'eau de javel ou alors collectés par un prestataire de déchets et puis emmenés en incinération, en décharge. Donc nous, on veut éviter ça. Et on a 3 solutions, 3 canaux de valorisation. Le premier, c'est les consommateurs, à qui on propose de racheter à prix cassé les invendus en date courte sur une appli mobile grand public. Dans un second temps, ce qui n'a pas été racheté par les consos est proposé à des assos caritatives, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Emmaüs, dans une logique de solidarité, donc par palette entière pour l'aide alimentaire. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, le reste bascule chez des animaux. J'entends par là un centre équestre, un parc animalier, un zoo. Et les animaux vont récupérer soit la viande un peu variée, soit les fruits et légumes moches, en fin de vie, en putréfaction. Donc voilà, on essaie de limiter à zéro les déchets, de vider les poubelles et de faire en sorte que ces invendus aient une seconde vie dans ces 3 canaux de valorisation. Et vous travaillez aussi, comme vous, par exemple avec Renault, avec des grandes enseignes également? Oui. On commence à réunir une bonne partie de la famille de la distribution et même des industriels agroalimentaires. On travaille avec Franprix, qui a été l'un des premiers avec nous, Carrefour, Intermarché, Super U, Leclerc. Donc, il y a plus d'engagement, vous trouvez, de la part des anciennes? Elles se sentent plus concernées par l'anti-gaspillage? Clairement, et pour plusieurs raisons. À la fois parce que c'est une demande des consommateurs, une demande sociétale forte,
Deuxième chose, parce que les médias, comme vous, et vous faites votre job très bien, leur mettent la pression, et c'est un sujet qui est maintenant très, très souvent sous le feu des projecteurs, donc ils doivent faire quelque chose. Troisièmement, il y a une régulation, un peu comme dans l'automobile. Il y a une loi depuis 2016 qui interdit le gaspillage alimentaire. Et puis, dernière chose, et c'est très important, ils s'y retrouvent financièrement, puisque ne pas détruire une tonne de produits, ça leur économise quasiment 150 €. Et en plus, soit ils le revendent et ils font du chiffre d'affaires additionnel, soit ils le remettent en circuit associatif et ils peuvent récupérer une partie en réduction d'impôts. Donc c'est ce que j'aime bien dire moi dans le développement durable et l'économie circulaire, c'est que ça marche à grande échelle parce qu'il y a aussi un levier économique et que c'est pas juste pour cocher des cases dans un rapport développement durable. Il y a vraiment un axe rentabilité. Oui, le développement durable peut être aussi rentable, en fait. Le recyclage, c'est rentable. Tout le monde est gagnant. L'écologie en général, lorsqu'elle n'est pas rentable, elle est compliquée à mettre en œuvre. Donc il est clair que dans le milieu, en tout cas duquel je m'occupe, il est clair que c'est une chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce que dans une voiture, vous avez énormément de matières qui sont parfaitement valorisables, recyclables, pas toutes malheureusement, et qu'elles sont parfaitement équilibrées économiquement, à la condition que l'on puisse à la fois travailler sur les matières, travailler sur la pièce de réemploi, qui sont les deux grands piliers de l'équilibre économique de cette filière. Qu'est-ce qui se recycle dans une voiture ? Parce que moi, je ne sais pas exactement. Est-ce qui ne se recycle pas et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, il y a plusieurs choses. On peut recycler à 100% une voiture. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est quand on veut la recycler de manière économiquement viable. C'est là que vous entrez en jeu. Je vais vous donner un exemple assez simple. La mousse de siège, il y en a beaucoup dans une voiture, est un élément parfaitement recyclable. La personne à qui vous revendez la mousse de siège, le recycleur en l'occurrence, va vous dire « moi je veux que la mousse ». Donc vous retirez le tissu, vous retirez les inserts métalliques qui sont dans les coussins, parce que sinon ma machine va se casser. Et à partir de là, je vous achète la mousse. Ça vaut 600 € la tonne, la mousse, donc ça vaut un peu d'argent. C'est un peu compliqué à transporter, parce que ça prend beaucoup de place, et beaucoup de volume et pas beaucoup de poids. Mais cette opération de dissociation de la mousse, des tissus et des inserts métalliques prend du temps. Et ce temps fait que derrière, ça n'est plus viable économiquement. Voilà, c'est un exemple. Le recyclage, l'économie circulaire, c'est une expertise aussi de petites entreprises. Enfin, les grandes entreprises font forcément appel à des sous-traitants, on va dire, pour s'occuper de ces sujets-là. Souvent, oui, parce que c'est un sujet qui monte, c'est un sujet nouveau. Donc parfois, on a besoin de l'expertise de vrais acteurs qui mettent un peu l'étincelle et qui montrent sur le terrain que ça fonctionne, que ça tourne, que ça peut créer de l'emploi. Mais il faut aussi ne pas réduire l'économie circulaire à la fin du cycle. En général, l'économie circulaire, on caractérise ça par 5 R. Donc refuser. Refuser, c'est quand je vais au fast-food, je refuse les serviettes en papier, je refuse les pailles. Ensuite, réduire. Au lieu d'en prendre 5, j'en prends une. Ensuite, effectivement, c'est le réemploi. Et donc là, dans l'automobile, il y a un exemple, c'est la voiture d'occasion. C'est déjà une forme d'économie circulaire. La voiture a une seconde vie au lieu d'être détruite. Après, il y a le recyclage, matière. Puis après, il y a le retour à la terre pour la partie végétale et compost. Donc voilà, il y a toute une chaîne de valeur. Et des sites grand public comme Le Bon Coin ou comme Vinted sont aussi une forme d'économie circulaire parce que c'est du transfert d'objets de personne à personne au lieu de les détruire. Du réemploi et de la seconde vie. Tout le monde fait de l'économie circulaire sans le savoir, en fait. Les Français le font beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir débattu économie circulaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant passer à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Vincent Maillard, qui est président et fondateur de Plume Énergie. Bonjour Vincent, Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Plume Énergie ? Alors Plume Énergie est né en 2016 sur un constat qui reste toujours vrai, qui est qu'il faut accompagner les clients dans le mieux consommer, c'est-à-dire consommer moins et consommer mieux. Et qu'aucun fournisseur sur la place, qu'il soit historique ou vert standard, n'était vraiment engagé sur ce mieux consommer. C'est ce qui vous différencie des autres fournisseurs d'énergie. C'est notre différenciant depuis le début et c'est encore plus aujourd'hui notre différenciant.
Et donc aujourd'hui, on a bâti beaucoup plus d'expérience. On s'est développé sur d'autres segments de clientèle aussi. On vend aux clients résidentiels, mais on est aussi fournisseur de collectivités locales. On est fournisseur de la ville de Paris, on est fournisseur de communes dans les Bouches-du-Rhône, en Indre-et-Loire, etc., etc. Je force tous mes salariés à connaître tous les départements français par cœur. Ça y est, ça commence à entrer. Mais notre cœur de proposition, c'est autour de la transition énergétique pour inciter les gens à mieux consommer. Pourquoi ? Parce que mieux consommer, c'est pas forcément très compliqué, c'est des gestes simples. Si on les accompagne d'une récompense, ce qu'on fait, c'est ceux qui réduisent leur consommation, bien sûr, baissent leur facture parce qu'ils consomment moins. Mais nous, on abonde en leur donnant un bonus éco-conso matérialisé par une cagnotte, une somme monétaire qu'ils peuvent utiliser pour différents usages. Et si on fait ça, le client a non seulement les conseils, mais il y a l'incitation et la récompense. Et par derrière, il réduit sa consommation. Nos chiffres montrent qu'ils réduisent leur consommation d'environ 10% par rapport à ce qu'ils auraient fait spontanément s'ils n'étaient pas venus chez nous. Alors, quel type d'énergie vous proposez ? C'est de l'énergie verte, renouvelable, locale ? Oui. Oui, alors nous on a toujours été sur de l'énergie verte d'origine française, parce que parfois les gens achètent des blanchiments de garantie d'origine étrangère. Donc nous on achète, on a un côté très nationaliste, enfin très pas nationaliste cocardier, quoi, que je suis fier de la France, quoi. Mais il faut bâtir autour de notre territoire et autour de notre solidarité naturelle qui est la France. Parce que moi, mes salaires, mes retraites, c'est les Français qui vont les payer. Ce n'est pas ni les Allemands ni les Islandais. Donc on veut bien bâtir autour d'un modèle économique local à cause de la proximité, bien sûr, mais à cause des échelons de solidarité nationale qui sont naturels. Bien sûr, on peut aller sur le plus local, parce qu'on peut proposer aux gens qui sont à côté de la centrale de Piolin, que d'Accio, d'aller prendre l'énergie de cette centrale-là, mais on s'alimente en énergie verte d'origine française. Et c'est là que c'est très cohérent de notre démarche. C'est pour ça qu'on a besoin de ce pilier de la réduction ou de mieux consommer, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire à un client, vous allez acheter du verre, du local auprès d'un producteur français et dire en même temps, je vais vous faire un rabais de prix de 20% par rapport au tarif réglementé d'EDF. Ça, c'est juste pas possible. Ça, je ne vais pas qualifier les gens qui font ça, mais on comprend bien aujourd'hui dans tous les débats qu'on a sur le consommer local que c'est pas possible. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est dire au client, non, on ne vous fait pas une baisse de prix, parce que ça ne permet pas de rémunérer le producteur, mais on vous accompagne pour réduire votre consommation. Et par derrière, la baisse de facture que vous aurez, elle sera significativement plus importante que si vous aviez pris l'offre standard, moins 15%, sans regarder votre consommation, et par derrière, c'est des fausses économies. Je reviens juste sur ma question sur les types d'énergie. Quel type d'énergie vous proposez ? De l'électricité, du gaz Aujourd'hui, on propose de l'électricité. On va lancer le gaz cet hiver. Renouvelable, oui. Donc c'est de l'éolien, c'est du photovoltaïque, voilà, c'est un peu d'hydraulique parfois un peu de biomasse, mais globalement c'est éolien solaire. Et par ailleurs, on est fournisseur de biométhane pour la ville de Paris, puisqu'on alimente les mairies d'arrondissement de la ville de Paris depuis mai dernier en biométhane. Et on va faire une offre pour les clients résidentiels à compter de cet hiver. Merci beaucoup Vincent Maillard d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de Plume Énergie. Merci. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Oui Eva, on vous retrouve demain. À très vite pour une nouvelle émission.